Bien, bonjour. Je voudrais d'abord remercier Aubert de Villaine et Isabelle Anatole Gabriel de m'avoir proposé de participer à ce colloque, bien que vous m'ayez joué un mauvais coup, parce que parler après Éric Orsena, c'est toujours très difficile. C'est un homme qui a à la fois un vrai engagement et puis qui parle d'économie avec la grâce du romancier, ce qui est quand même quelque chose de rare et même d'exceptionnel. Mais enfin voilà, je vais essayer. Alors je vais partir peut-être d'une anecdote. Il y a bien des années maintenant, j'ai travaillé pendant 2 ans à peu près à la Bibliothèque nationale. Et ce fut d'une certaine manière mon premier rapport à l'économie du patrimoine. Et comme j'arrivais à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, on m'a proposé de visiter l'arrière-cour, c'est-à-dire les réserves. Et je suis tombée notamment, alors ça m'a fait un petit peu rire, sur une boîte dans laquelle il y avait des dessus de bois de camembert. Ça m'a fait rire un instant, et puis ensuite j'ai vu que, en fait, ça racontait un morceau de notre roman à la fois local et national, et un morceau de notre patrimoine. Et cela me rappelle aussi ce dialogue entre De Gaulle et Churchill. Je ne sais pas s'il est authentique. Le premier disant « Un pays qui compte 265 sortes de fromages ne peut pas être vaincu ». Et la réponse « Il ne peut pas non plus être gouverné ». Alors, qu'est-ce qu'il y avait là derrière? La problématique entre le singulier et l'universel, la problématique entre l'indivisible et le local, entre les particularismes d'un côté et les normes de l'autre côté. Et nous sommes en plein dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors, comment entrer dans l'économie des terroirs? Mon entrée se fera à partir de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire, et aussi l'intitulé de ce colloque, qui est par le patrimoine, tout simplement. Le patrimoine, les monuments, les objets, y compris dans leur dimension immatérielle, les archives, etc. Alors, qu'est-ce alors que le terroir? Il faut faire remarquer d'ailleurs qu'il n'y a pas de traduction en anglais. Le terroir, c'est la terre. C'est la terre sous l'angle de la production et du savoir-faire. C'est la terre sous l'angle, justement, du patrimoine. Et on va retrouver les mêmes logiques économiques et les mêmes questionnements qu'à propos des monuments historiques, des objets, des sites. L'économie des terroirs renvoie en effet à des problématiques de conservation, comme pour les monuments historiques, de transmission, d'accès, de partage, Éric l'a dit, de valorisation. Et tout cela, c'est l'ensemble des briques qui constituent l'économie du patrimoine telle qu'elle est travaillée, si je puis dire, par les économistes académiques ou professionnels. Alors le concept de terroir se réfère à la fois à un espace géographique délimité, le Calvados, le Bordeaux, où le produit emprunte le nom du lieu, et parfois réciproquement, à des savoir-faire et à des pratiques locales, supposées non délocalisables, ou en tout cas délocalisables, souvent avec une perte en qualité, c'est le moins qu'on puisse dire. Le concept de terroir se réfère aussi à une spécificité, à une singularité, permettant de reconnaître des biens associés à des traditions, et éventuellement de les protéger, et le terme importe. Alors je cite Sabine Legrand et quelques autres dans un texte intéressant sur le pillage des terroirs, qui écrivait « Les terroirs résultent de l'exploitation par une société humaine des potentialités, tout simplement, d'un espace physique ». On peut aussi citer Georges Durand dans un papier sur la vigne et le vin, dans les lieux de mémoire de Pierre Nora, écrivant « Sans la mémoire des pratiques et des façons, fruit de la transmission d'une expérience sensible et gestuelle, les vignobles et leurs vins ne prendraient point rang dans les monuments un peu spéciaux du patrimoine français ». Et donc on a une triple relation entre un produit, un lieu, un savoir. Et dans le mot terroir, il y a effectivement la terre et le savoir-faire. Mais l'économie des terroirs est sommée d'inventer des compromis heureux de préférence, satisfaisants, efficaces, entre la protection et la volonté d'entrer dans un commerce mondialisé, entre la diversité et la standardisation, entre l'identité locale et l'évolution des goûts et des pratiques effectives. Alors, cette présentation évoquera en 2 temps, rapidement, les parentés donc entre économie du patrimoine telle qu'elle a pu se développer dans le champ académique et professionnel et l'économie des terroirs, en insistant sur 2 points. Le premier, ce sera sur les valeurs associées au terroir, et le second, plutôt sur la valorisation des terroirs, c'est-à-dire les sources de monétisation. Alors tout d'abord, les valeurs associées au terroir du point de vue de l'économiste. Alors en se référant aux valeurs associées au patrimoine bâti ou immobilier, on peut se situer sur 5 registres. La valeur travail d'abord,
c'est la valeur du travail de la terre, de même que pour le patrimoine bâti, ce sont les techniques de constructions anciennes. Deuxièmement, la valeur d'éducation, c'est la consommation vertueuse, l'apprentissage du goût, de même que l'éducation était mise en avant par l'abbé Grégoire lorsqu'il appelait à protéger les monuments que les révolutionnaires détruisaient, et il disait qu'il fallait se protéger de ce vandalisme, il inventa d'ailleurs le mot, parce qu'il fallait conserver ces monuments pour l'éducation, notamment du peuple. Troisième point, valeur de transmission. Ce sont les laits de génération en génération, cela va de soi, je n'insiste pas. Autre source de valeur, la valeur identitaire, bien entendu, avec toute la référence à l'authenticité qui l'accompagne. Et puis la valeur politique aussi, valeur de communication, pour reprendre un texte d'Yves Michaud, le terroir revêt en effet une connotation politique, de même que le patrimoine, c'est la valeur des lieux de mémoire. Donc à travers ces 5 sources de valeur, on aperçoit que l'on a imbriqué des valeurs qui peuvent être marchandes et puis des valeurs non marchandes, bien entendu. Et les économistes vont ajouter une distinction entre la valeur d'usage, ça on voit bien ce que c'est, hein, la consommation des produits du terroir, et puis les valeurs de ce qu'ils appellent le non-usage. Alors c'est quoi ces valeurs de non-usage? Valeurs d'option, valeurs d'existence, valeurs de transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire tout ce qui ne correspond pas à un usage immédiat, mais au fait qu'on souhaite conserver. Pourquoi? Pour un usage futur, c'est la valeur d'option, soit parce que l'on reconnaît et valorise la simple existence d'un bien ou d'un terroir, c'est la valeur d'existence, soit pour le léguer. Et ces 3 sources de valeur, de non-usage, comme on dit, impliquent un rôle de la politique publique. Elle doit assurer que ces valeurs sans usage, en tout cas sans usage immédiat, et donc sans prix, se traduisent par un engagement public à conserver les qualités du terroir. C'est la protection par des normes, par des incitations fiscales, pourquoi pas des subventions, par des labels. Alors ce glissement vers les valeurs de non-usage atteste d'un point qui me semble très important, du caractère de bien public des terroirs. Ils appartiennent à la collectivité et pas seulement à leurs propriétaires. Ça me rappelle d'ailleurs un texte de Victor Hugo sur les bâtiments. Il écrit que dans un bâtiment historique, il y a son usage et sa beauté. L'usage appartient aux propriétaires, mais la beauté appartient à tous. Eh bien, de même, la terre appartient à tel ou tel exploitant agricole. Le terroir est l'affaire de tous. Et on peut aller même plus loin en évoquant le concept de biens publics globaux, et je crois que c'est tout à fait dans l'esprit d'un classement par l'UNESCO. Ces biens publics globaux, ça peut aussi bien être un musée, le British Museum, que des Bouddhas de Bamiyan, d'où le concernement collectif lorsqu'ils furent détruits. Eh bien, la demande de classement des climats du vignoble de Bourgogne relève aussi de ces biens publics globaux qui appartiennent évidemment à la terre de Bourgogne, qui appartiennent à la France, mais sans doute à un peu plus que cela. Et on retrouve aussi la valeur de communication du label. Aubert de Villaine, tout à l'heure, évoquait la renommée mondiale des vins de Bourgogne, et on est tout à fait dans cet esprit. Donc les vins de Bourgogne appartiennent sans doute à la Bourgogne, mais à bien plus que cela. Et donc on a identification de cet ensemble de valeurs qui ouvre sur l'approche des territoires comme source de revenus, et ce sera mon deuxième point. Donc les revenus associés à la valeur patrimoniale du territoire, c'est une économie évidemment multidimensionnelle. Il y a de la valorisation directe, cela va de soi. Il y a des retombées, ces écosystèmes, pour parler la novlangue, c'est-à-dire la participation de tout un ensemble d'acteurs économiques à un territoire donné et à sa valorisation. Et puis, il y a toutes les externalités, comme disent les économistes. Et là, on a quelque chose d'analogue au rôle des langues. On sait très bien que quand on parle des langues, soit la même langue, soit des langues proches, cela favorise le commerce entre les hommes. Eh bien, de même, on va retrouver ces externalités à propos des terroirs, pour le tourisme local, bien sûr, mais qui profitent à d'autres régions par effet de capillarité et qui participent du rayonnement international d'un pays. Donc le terroir, ce sont 3 grands ensembles d'activités génératrices de revenus: l'agroalimentaire, le tourisme et les labels. Sur l'agroalimentaire, juste peut-être 2 mots. Il y a 2 aspects, tout bêtement. La demande, c'est toute l'économie des modes de consommation. L'économie du terroir, ce sont aussi des collections de recettes.
qui relève d'une économie du goût si importante et de l'éducation au bon goût. Ça n'est pas quelque chose de récent. Là, on peut évoquer ici, en 1933, sous la plume de Kurnowski et Austin de Crozes, l'apparition du premier répertoire des spécialités régionales. Et puis du côté de l'offre, toujours à propos de l'agroalimentaire, ce sont les produits viticoles, les produits agricoles, mais qui se réfèrent à une tradition, à une mémoire locale, un petit peu comme, vous savez, au Japon, on classe monuments historiques, on peut classer des individus, des personnes qui sont des trésors nationaux. Et pourquoi le sont-ils? Parce qu'ils transmettent des traditions et ils ont la charge de faire cela. Et d'une certaine manière, le terroir est un trésor national vivant. Alors il y a des coûts afférents. On évoque souvent en économie de la culture la loi de Baumol à propos du spectacle vivant. William Baumol est un économiste qui montrait qu'avec le spectacle vivant, on avait une sorte de déficit en productivité. Parce que quand on veut jouer un quatuor à cordes, que ce soit du temps de Mozart ou aujourd'hui, il faut toujours 4 musiciens. On ne peut pas remplacer l'homme par la machine. Et bien là, on est aussi un petit peu dans cette situation, c'est-à-dire que quand on veut préserver des traditions, il faut en respecter les normes et les conditions. Cela veut dire une valeur travail bien plus importante en quelque sorte que pour d'autres biens, quitte à assumer un déficit, une forme de déficit en productivité. Le prix ne couvrira pas toujours les coûts pour certains produits du terroir. C'est peut-être là, d'ailleurs, que le politique doit intervenir. Alors, la deuxième source de valorisation des terroirs, après l'agroalimentaire, ce sont les activités de tourisme. Les routes qui tissent des parentés entre les territoires dans des logiques qu'on connaît bien en économie, d'économie de réseau. Il faut rappeler qu'il y a plus de 87 millions de touristes internationaux en France chaque année. Nous sommes la première destination du tourisme international. Laurent Fabius a même évoqué un objectif de 100 millions. Je ne sais pas si c'est très raisonnable. Mais enfin, voilà, ça veut dire des remontées de recettes qui sont assises en large partie sur quoi? Tout simplement sur notre patrimoine au sens le plus large, c'est-à-dire à la fois culturel, naturel et sans doute aussi immatériel. Et le tourisme, ça veut dire de la consommation d'espace, de la production de revenus, parfois aussi de la détérioration du patrimoine. Et il y a des réponses économiques. Nous en avions proposé une avec David Tesmar pour le Conseil d'analyse économique dans un rapport sur le patrimoine. C'était d'internaliser un peu les effets du tourisme, c'est-à-dire de diriger une part de la taxe de séjour sur le patrimoine. Et cela répondrait à beaucoup de besoins qui sont très élevés et par rapport auxquels la politique publique a parfois bien du mal dans le contexte de difficultés financières que nous connaissons. Enfin, le dernier point, ce sont les activités liées à la labellisation, bien entendu. Le terroir rappelle la production de labels. Comme autant de signaux de qualité, ayant une valeur immatérielle, se traduisant par des droits de production, des droits de propriété intellectuelle. Ce sont toutes les appellations d'origine contrôlée, d'origine protégée, les indications géographiques protégées depuis 1992, qui constituent des droits sur des produits labellisés reconnus dans 150 pays. On est alors dans une économie de rente, mais tous les rentiers ne sont pas riches, moins en faut. Ce qu'on appelle une économie de rente, c'est-à-dire ce sont les revenus de ces droits de propriété, et aussi une économie de la gastronomie, loin d'être négligeable. Pour vous donner quelques chiffres, les indications géographiques protégées en 2010, en Italie, il y en avait 202, en France, 171, en Espagne, 130, au Portugal, 116, en Grèce 86, en Allemagne 68, au Royaume-Uni 34. Donc l'économie européenne est très investie sur ce sujet-là. C'est à la fois une économie de la rareté, comme l'a évoqué Éric tout à l'heure, et une économie de la retombée. Voilà, alors quelques remarques pour finir très rapidement. Avec l'économie des terroirs, on retrouve des tensions qui sont tout à fait traditionnelles, qu'on connaît bien, qui traversent l'économie des patrimoines en général, quelle que soit la nature des patrimoines. À la fois, on est dans des microéconomies qu'on voudrait protéger d'une certaine manière, donc fermées, mais qui revendiquent, bien entendu, et qui travaillent à cela, une reconnaissance globalisée.
Et la fragmentation de l'espace est valorisée comme une source de revenus. Non seulement pour le lieu, pour le terroir, pour un territoire, mais pour la nation tout entière, et même au-delà quand il s'agit de l'UNESCO. On est d'ailleurs dans une logique de mémoire locale qui devient gardienne d'un patrimoine global. La deuxième tension, elle est entre la longue durée, les pratiques vigneronnes ancestrales, et puis d'un autre côté, les logiques marchandes qui sont souvent de très court terme. C'est l'histoire vivante, en quelque sorte. Et nous sommes aussi dans une logique de rayonnement culturel par la singularité, et puis en même temps par la volonté de valoriser de manière marchande, c'est-à-dire on accepte une modernité, non seulement on l'accepte, mais on l'embrasse, comme l'a très bien dit Éric, et non seulement une modernité, mais une technicité. Voilà. Deuxième remarque conclusive sur la diversité. Le terroir participe de la diversité culturelle, bien entendu, et c'est un point essentiel. Et il y a toute une littérature économique sur la diversité qui est très importante, et toutes sortes de discussions entre économistes sur les effets du commerce mondial sur la diversité. Et un économiste qui s'appelle Tyler Cowen montre très bien comment le commerce mondial à la fois peut-être réduit la diversité entre les sociétés grâce à la circulation, dans le fond, de culture du monde, mais en même temps l'accentue à l'intérieur des sociétés. Et ça, je crois que c'est une théorie tout à fait intéressante. Et j'ajouterai une dernière remarque en conclusion. Je crois qu'il faut parler de tout cela en même temps sans angélisme. Par exemple, la labellisation UNESCO, on en attend beaucoup et on a raison d'en attendre beaucoup. Mais en même temps, il faut savoir que les effets sont peut-être presque plus forts ex ante, en quelque sorte, qu'ex post. C'est-à-dire que la labellisation, elle a un immense effet de levier dès le départ, hein, quand on construit un dossier. Quand ça veut dire des investissements immatériels, matériels, toute une réflexion, une mise en relation de toutes sortes d'acteurs économiques. Et je crois qu'elle est à la fois un espoir sur le plan économique, mais elle est surtout un engagement des acteurs locaux et d'une certaine manière un serment fait au monde. Je vous remercie.